Madame, Monsieur, voici votre journal. Bienvenue. Bonsoir à tous. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement Hachi. Ce jeudi, les 32 membres du gouvernement ont reçu les instructions du chef de l'État pour plus d'efficacité et une meilleure gestion des dépenses de l'État. Ils ont été appelés à s'approprier le programme Une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Notre dossier aujourd'hui reviendra sur les événements qui ont marqué l'actualité politique ces derniers jours et qui ont fait couler beaucoup d'encre, à commencer par la démission du gouvernement avec la volonté du chef de l'État de resserrer la nouvelle équipe, la reconduction du Premier ministre Patrick Hachi, la nomination du vice-président Tiemoko Meiliekoné. Et puis, c'est un rendez-vous de l'art contemporain. Le Biennale d'art de Venise, la Côte d'Ivoire participe à l'événement. Le pavillon ivoirien a été officiellement ouvert au public. Cette édition est placée sous le signe de l'imagination et des métamorphoses diverses et variées. Mais tout d'abord, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jeudi avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire, Isabelle Iboula. En fin de mission, la diplomate est venue faire ses adieux au chef de l'État et a évoqué avec lui les excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. On voit cela avec Viviane Aimé. Après plusieurs années passées en Côte d'Ivoire en tant que chef de mission diplomatique de son pays, la République démocratique du Congo, l'ambassadeur Isabelle Iboula Ngangeli est en fin de mission. Avant de regagner son pays, elle a été reçue ce jeudi 21 avril par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Comme je dois rentrer au pays, je suis venu dire au revoir au président de la République. Les relations diplomatiques, je veux dire, entre la Côte d'Ivoire et la RDC sont au beau fixe. Donc les relations datent depuis les indépendances des deux pays. Je crois que depuis mon arrivée ici, la coopération a évolué normalement. Alors, je pense que dans l'avenir aussi, elle va continuer et puis ça ne va souffrir d'aucun problème. Son Excellence Isabelle Iboula Ngangeli, ambassadeur de la République démocratique du Congo, était de fait la plus ancienne parmi les chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire depuis ces 12 dernières années. Je le disais un instant, première rencontre du nouveau gouvernement Patrick Hachi ce jeudi. La nouvelle équipe de 32 membres était en conseil au palais présidentiel. Réunis autour du chef de l'État, Alassane Ouattara, les ministres ont reçu des instructions avant leur prise de fonction. Viviane Aimé. Tout comme le sont ceux qui viennent de réussir à un précieux concours, ils étaient particulièrement heureux et fiers d'avoir été retenus pour poursuivre la noble et exaltante mission gouvernementale. En ce premier jour de rentrée du nouveau gouvernement, ils étaient presque tous là. Un seul absent, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, en mission. Ce premier conseil des ministres se voulait une réunion de prise de contact entre le président de la République et les membres du gouvernement. Le rôle est revenu au Premier ministre Patrick Hachi d'exprimer au président de la République la reconnaissance de la nouvelle équipe gouvernementale, son dévouement et son engagement à réaliser les orientations fixées au programme d'action gouvernementale. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez, lors de ce congrès, bien voulu renouveler votre confiance en ma modeste personne en me reconduisant en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Cela m'honore et cela m'oblige. Cela m'honore de continuer à bénéficier de la proximité de ce grand homme d'État, de ce président que vous êtes et que notre pays a la chance d'avoir, de bénéficier de son apprentissage éclairant, de son exigence légitime, de son ambition patriotique immense. Et cela m'oblige de continuer de servir avec excellence, abnégation et humilité votre vision pour une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, la nouvelle équipe gouvernementale, qui compte désormais 32 membres, mesure à sa juste valeur l'insigne honneur qui lui est fait et l'ampleur de la responsabilité qui est la sienne, dans la poursuite de l'œuvre de construction nationale et de transformation socio-économique que vous menez depuis plus d'une décennie, avec vos gouvernements successifs et l'engagement du peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais ainsi vous traduire, Excellence,
au nom de chacune et de chacun des membres de ce nouveau gouvernement, leur profonde reconnaissance pour l'extraordinaire marque de confiance témoignée à leur égard et vous assurer de leur pleine conscience de l'importance stratégique de la responsabilité nationale qui leur est ainsi confiée. Soyez certains de leur dévouement, comme de leur détermination à vous accompagner dans votre grande ambition de bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus belle, plus forte et plus riche. En retour, le président de la République, tout en assurant la nouvelle équipe gouvernementale de sa confiance, a donné certaines directives. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour la énième fois. D'abord, cette fois-ci, pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Vous le saviez depuis le jour de la dissolution du gouvernement que j'envisageais de vous renouveler ma confiance. C'est maintenant chose faite. Votre conduction et la reconnaissance de votre compétence et de votre efficacité à la tête du gouvernement ainsi que de votre engagement au service de la nation. Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je vous félicite également pour votre nomination au sein du nouveau gouvernement. Vous êtes des femmes et des hommes compétents et de grande expérience. Je suis convaincu que vous releverez les importants défis que Monsieur le Premier ministre vient de vous présenter. Je voudrais remercier tous les ministres sortants pour leur contribution et surtout pour l'important travail accompli au service de nos concitoyens. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas démérité et je suis sûr qu'ils sauront mettre à la disposition de la nation leur expérience pour d'autres responsabilités. Monsieur le Premier ministre, au regard de la taille de certains ministères et les importants défis à relever, je demande que les choix des directeurs de cabinet soient soumis au préalable à notre validation. Et je vous demande, Mesdames, Messieurs les ministres, de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. J'attends de vous beaucoup plus d'initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Je vous exhorte tous à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière rigoureuse la gestion des établissements publics qui sont sous votre autorité. Enfin, je vous demande à nouveau de faire preuve d'humilité dans l'exercice de vos fonctions et de considération à l'endroit de nos concitoyens. À la fin de la séance, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, dans son point de presse, a fait 2 annonces concernant l'ordre du jour du Conseil. Il y a eu 2 points de divers. Le premier point de divers a porté donc sur l'information de la nomination de M. Auto Kofi Emmanuel, anciennement directeur de cabinet donc, du Premier ministre, en qualité de directeur de cabinet de son Excellence, M. le vice-président de la République. Enfin, donc, le second point, c'est la date du prochain Conseil des ministres qui est fixée au 4 mai. Le nouveau gouvernement est déjà mis au travail. Et dans ce nouveau gouvernement, on note 2 entrants. Faisons connaissance d'abord avec la nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Alexis Bouedraogo. Elle est la nouvelle recrue du gouvernement ivoirien. Françoise Remarque, désormais ministre de la Culture et de la Francophonie, anciennement PDG de Canal Horizon Côte d'Ivoire.
C'est d'abord en 92 qu'elle fait ses premiers pas dans le groupe, dans le cadre de la création de la filiale en Afrique. Depuis, grâce à ses performances, elle ne cesse de gravir les échelons en accédant à plusieurs postes de responsabilité. Mariée et mère de 3 enfants, Françoise Remarque est diplômée de l'École supérieure de commerce d'Abidjan et titulaire d'un exécutif MBA d'HEC Paris en 2004. Les prix et titres qu'elle obtient font les preuves de son abnégation au travail. Chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, elle reçoit en 2007 le prix d'excellence des bâtisseurs de l'économie ivoirienne. En 2009, le prix Émeraude des femmes actives dans le domaine du secteur privé. Tournée aussi vers le social, Françoise Remarque accompagne différents projets liés à la jeunesse, l'insertion des jeunes filles déscolarisées, la promotion d'actions d'entrepreneuriat culturel et sportif. Le deuxième entrant dans le gouvernement Patrick Achi n'est pas un inconnu puisqu'il était ministre de l'Agriculture il y a 3 ans, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Voici son portrait avec l'enseignant Bakayoko. Mamadou Sangafoua Coulibaly, nouveau patron du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en remplacement de Thomas Camara. Pour ce scientifique de 58 ans, né à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, la salle du Conseil des ministres n'est vraiment pas une découverte. De mars 2010 à septembre 2019, Mamadou Sangafoua Coulibaly avait déjà occupé le poste de ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Producteur de mangue, il a courant 2000 été administrateur du Fonds de régulation et de contrôle café-cacao, tout comme du Centre de démonstration et de promotion de technologie. Mamadou Sangafoua Coulibaly a également exercé les fonctions de commissaire du gouvernement au sein du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, avant de prendre la présidence du comité de gestion de l'Institut national de formation agricole de Bingerville. Marié et père de 4 enfants, sa riche carrière professionnelle lui a également donné l'opportunité de siéger à la Commission nationale de supervision de l'identification ainsi qu'à la Commission nationale de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, toutes les 2 dissoutes aujourd'hui. Mamadou Sangafoua Coulibaly est un pur produit de l'école ivoirienne, ayant fait la quasi-totalité de son cursus en Côte d'Ivoire, notamment au lycée scientifique de Yamoussoukro, où, auréolé d'un bac série C en 1986, il s'inscrit à l'université d'Abidjan, puis au prestigieux Institut national supérieur de l'enseignement technique, où il a décroché un diplôme d'études comptables et financières en 1992. Au plan politique, Mamadou Sangafoua Coulibaly est un cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Il est chargé du suivi de la réforme de la carte du militant. De la démission du gouvernement le 13 avril dernier au Conseil des ministres de ce jour, en passant par la reconduction du Premier ministre Patrick Achi et la nomination du nouveau vice-président Timoko Mélié Koné, l'actualité politique ces derniers jours a fait l'objet de beaucoup de spéculations. Alexis Ouedraogo, dans ce dossier, revient sur les événements marquants. Regardons. L'architecture institutionnelle est désormais complète. Un tout nouveau vice-président, un premier ministre reconduit dans ses fonctions, avec lui un nouveau gouvernement et à la tête de ce grand ensemble, le chef de l'État Alassane Ouattara à la barre. Fin d'une semaine de suspense. Tout commence le 13 avril 2022. Le Conseil des ministres axe la démission du Premier ministre et son gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. Les ministres doivent évacuer au plus vite les affaires courantes, souffrent de longs jours d'attente au sein des populations, avec leur lot de préoccupations. Le nombre était quand même pléthorique, quand même, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il faut des sous, il faut des sous, tout cela pour payer tout ce monde-là. Je pense que si on réduit quand même le gouvernement, ce sera plus efficace. Voilà, et puis on va travailler, l'État aussi pourra faire des économies. Il y a le dossier brûlant de la cherté de la vie aujourd'hui qui est une véritable épine pour l'ensemble du peuple ivoirien. On l'atteint également sur cet aspect-là. Il faut vraiment que les choses soient faites. Et nous attendons vraiment de ce nouveau gouvernement
et surtout la paix, côté de la paix, voilà, et puis le développement aussi. Il y a assez d'incivisme en Côte d'Ivoire. Il faudrait que, franchement, le gouvernement puisse faire un travail de fond pour vraiment éduquer la population et vraiment nous sensibiliser vraiment au respect de notre patrimoine. Dans l'attente de ce nouveau gouvernement, un congrès est convoqué à Yamoussoukro le 19 avril. La capitale politique cristallise toute l'attention pour l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation. 2 annonces y sont faites, celle de la nomination du vice-président Mielektie Mokokone et la reconduction du Premier ministre Patrick Achi. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Mon choix pour occuper le poste de vice-président, Monsieur Tchemoko Meïlie Kone. Avec ces annonces, les choses s'accélèrent. La prestation de serment du nouveau vice-président le mercredi 20 avril, qui met fin à 2 années de vacances de poste. Nous avions un maillon de l'exécutif qui n'était pas fonctionnel, la vice-présidence. Alors cela pouvait susciter des inquiétudes, d'autant plus que le vice-président, contrairement aux apparences, parce qu'on dit qu'il a des pouvoirs délégués, des pouvoirs que le président de la République peut lui confier ou conférer à discrétion, mais il a tout de même un rôle important dans la nouvelle architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Parce que, comme vous le savez aussi, la dévolution successorale du pouvoir présidentiel se fera désormais non pas entre 2 pouvoirs, c'est-à-dire entre l'exécutif et le Parlement, mais bien entendu au sein de l'exécutif. Dans la foulée, le nouveau gouvernement est dévoilé. Une équipe resserrée de 32 membres, 7 femmes, 11 sortants et 2 entrants, dont un visage nouveau à la culture. Je vais déjà écouter et bien sûr m'imprégner de toute cette vision et évidemment travailler avec les acteurs du secteur culturel. Ce sont des secteurs extrêmement importants. D'ailleurs, ce sont des secteurs qui sont placés comme étant prioritaires dans la vision du président de la République dans le cadre du plan 2030. Le premier conseil des ministres programmé ce jeudi trace lui les sillons de la vision du chef de l'État, celle d'une équipe gouvernementale engagée, intègre et surtout dévouée au service des populations. Autre volet de l'actualité, le président du CESEC a reçu en audience l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Au cours donc de cette rencontre, il a été question de l'évaluation des accords de commerce entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Ahmed Traoré, à Boussanogo. Jobson von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, reçu en audience par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaoueli. Au cœur de leurs échanges, l'évaluation des accords de commerce entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Notre discussion extrêmement intéressante, c'était d'un côté évaluer un peu la valeur qui représente cet accord de commerce entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, qui permet d'un côté d'exporter les produits comme les cacao en Europe, sans devoir payer des douanes ou des frais, et d'un autre côté, fur et à mesure aussi de pouvoir importer des machines et d'autres choses qui vont être bénéfiques pour les entreprises locales pour pouvoir avoir une plus grande productivité locale. Aujourd'hui, il s'agit de respecter des normes et cela passe par la sensibilisation et notre institution a la lourde mission d'évaluer toutes les bonnes politiques gouvernementales, mais cela rentre dans des accords et c'est ce que nous allons examiner avec la visite du président du comité européen des relations extérieures. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a indiqué que la coopération avec la Côte d'Ivoire sera renforcée. Le diplomate européen a évoqué la question des échanges commerciaux qui enregistrent une hausse de 10%. Cependant, ce secteur doit connaître une amélioration pour permettre aux entreprises d'en tirer un profit maximal.
En bref et en image, on reste au CESEC. Les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels se sont réunis en séance plénière ce jeudi 21 avril 2022. Il s'est agi de mettre en place des commissions ad hoc. C'est donc la mise en mission des 25 membres de ces 5 commissions permanentes. Leur mission, justement, sera d'identifier les différentes thématiques qu'ils souhaiteraient aborder pendant la mandature 2022-2026. Coronavirus, le point de la situation maintenant. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 21 avril 2022 5 nouveaux cas de Covid-19, 7 guéris et 0 décès. À la date du 21 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 875 cas confirmés, dont 81 054 personnes guéries, 799 décès et 13 cas actifs. Le 20 avril, 13 754 doses de vaccins ont été administrées. Le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, multiplie les actions à quelques jours de la journée de lutte contre le paludisme. Le directeur coordonnateur du PNLP a fait donc mardi dernier le bilan des avancées. On fait le point avec Michel Mambo. Plus de 50%, une baisse considérable de la mortalité liée au paludisme en Côte d'Ivoire, ce entre 2017 et 2020. Des progrès réalisés grâce aux efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques et financiers. Face aux journalistes, Dr Antoine Tano-Méa, directeur du programme national de lutte contre le paludisme, fait le point. Le nombre de cas de décès liés au paludisme est passé de 3 222 en 2017 à 1316 en 2020. En fin 2021, nous sommes maintenant même à 1200. Cette régression s'explique par l'amélioration de la prise en charge correcte des cas du paludisme simple avant leur aggravation, réduisant ainsi le risque létal chez les enfants, dans les centres de santé, dans la communauté et dans le privé. L'État de Côte d'Ivoire a construit beaucoup de centres de santé pour rapprocher les centres de santé de ces populations-là. Il y a dans presque tous les villages, comme je l'ai dit, les quartiers, des agents de santé communautaire formés pour diagnostiquer le paludisme et prendre en charge les cas de paludisme. Aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de 11 000 ASC qui couvrent 113 districts. Pour cette 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme, les pays les plus endémiques, dont la Côte d'Ivoire, sont appelés à faire preuve d'innovation. Et la Côte d'Ivoire est déjà engagée dans la dynamique avec la stratification des interventions. Le directeur du PNLP a également fait la lumière sur la gratuité de la prise en charge. La goutte épaisse, elle est gratuite. Le test d'insuline rapide ou TDI, il est gratuit. Maintenant, si le résultat est positif et qu'il s'agit d'un paludisme simple, le médecin là, ou la sage-femme va faire une ordonnance pour donner au patient, pour aller prendre le médicament gratuitement à la pharmacie de l'hôpital. Je dis bien à la pharmacie de l'hôpital. En Côte d'Ivoire, le paludisme représente 33% des motifs de consultation médicale. Un autre titre de notre journal que nous développons maintenant. Le pavillon de la Côte d'Ivoire a été officiellement ouvert au public en Italie. C'est un événement majeur de la 59e édition de l'Exposition internationale d'art de Venise. Cette inauguration a mobilisé de nombreux amoureux d'art contemporain. C'est ce que nous apprend Walter Amadou Ouattara. Aquaba à la 59e édition de l'Exposition internationale d'art de Venise. C'est par des présentations et explications de ces toiles et autres œuvres que s'ouvre officiellement au public le pavillon de la République de Côte d'Ivoire. Alors, je m'appelle Laetitia Ki, je suis une artiste pluridisciplinaire, je fais beaucoup de choses à la base, je peins, je danse, je sculpte mes cheveux. Placé sous le thème « Les rêves d'une histoire », ce pavillon propose diverses créations. Fruit d'un Italien, Aaron Demes, et de 5 Ivoiriens, Laetitia Ki, Yeanzi, Armand Bois, Aboudia et le regretté Frédéric Brûlé-Boisbré, les artistes ne meurent jamais. À travers cette exposition, je dirais à la jeunesse ivoirienne de nous regarder et de comprendre que rien n'est impossible. Nous venons de tous les quartiers, Aboubou, Yopougon, Bouaké, Katula. On vient de cette Côte d'Ivoire-là et on est là aujourd'hui. Tout ce qu'ils doivent comprendre, c'est que
s'ils croient en eux et s'ils travaillent dur, s'ils s'éduquent, s'ils se forment, ils pourront représenter et être au plus haut niveau partout. Et ils pourront réaliser leurs rêves. Les visiteurs ordinaires et sélects, des diplomates, artistes et même des princesses ne boudent pas le plaisir d'admirer l'exposition ivoirienne. Mieux, elle leur donne l'envie de découvrir la Côte d'Ivoire. Je suis fière de savoir que mon pays est représenté vraiment grandement et ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire et ça fait une ouverture aussi pour nos artistes peintres. Et je suis frappée par le sens artistique de vos compatriotes et je suis très contente d'être venue. Je ne suis jamais allée en Côte d'Ivoire, malheureusement, mais ça me fait venir l'envie d'y aller. Oui. Merci beaucoup. Au nom des ministères de la Culture et des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie, également représentant la première dame Dominique Ouattara à cet événement, situe l'intérêt que les autorités au plus haut niveau accordent à l'art. Les mots de remerciement de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, pour votre présence remarquée, témoignage de l'intérêt que vous portez à la culture ivoirienne. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est donc un appel à la paix et à la sagesse humaine qui s'impose à tous et surtout ici à la Biennale. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, fidèle à sa tradition de promotion de la paix dans les relations internationales, n'a pas hésité un seul instant à mobiliser les artistes exposants ici qui symbolisent la fine fleur de la culture artistique ivoirienne. Jusqu'au 27 novembre prochain, les portes de ce pavillon resteront ouvertes. L'accès est gratuit. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du dossier des biens mal acquis gabonais dans l'Hexagone, le juge financier Dominique Blanc a successivement mis en examen 4 enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba entre le 25 mars et le 5 avril pour recel de détournement de fonds publics, de corruption active et passive et d'abus de biens sociaux. Grâce, 58 ans, Betty, 55 ans, Arthur, 51 ans, puis Hermine Bongo, 53 ans. La justice française soupçonne en effet plusieurs membres de la famille Bongo, d'Omar, le défunt père, à Ali, le fils et actuel président, en passant par la fille Pascaline, d'avoir sciemment bénéficié d'un important patrimoine immobilier frauduleusement acquis par le patriarche et dont la valeur a récemment été évaluée par la justice à au moins 85 millions d'euros, soit plus de 55 milliards de francs CFA. Les 4 enfants ont tous contesté devant le juge avoir conscience de cette origine frauduleuse. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Les 2 finalistes de la présidentielle du 24 avril prochain en France sont revenus sur leur programme au cours d'un débat télévisé. Analyse avec Michel Digri. Premier tableau de ce face-à-face d'entre-deux tours, l'arrivée des 2 finalistes dans les studios du débat télévisé. Je suis tranquille, sereine comme depuis le début de cette campagne. Je crois que l'enjeu, c'est d'exprimer aux Français mon projet, le vrai, parce que j'ai entendu et lu beaucoup de choses qui ne correspondaient pas du tout. On est conscient de l'importance de ce moment. J'ai aussi à répondre de tout ce que nous avons fait durant les 5 années qui viennent. Et non, je crois qu'il n'y a rien de spécifique. Il faut essayer de le faire de la manière la plus précise et honnête qui soit. Dès l'entame des hostilités, Emmanuel Macron passe à l'offensive. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Consciente de l'enjeu, Marine Le Pen ne s'est pas laissée démonter comme lors du premier débat de 2017. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois.
D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Économie, prix de l'énergie ou encore l'Europe et le climat, les thèmes s'enchaînent lorsque la question du voile islamique refait surface. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles sont insultées, du fait qu'elles sont mises de côté et accusées d'être impures. C'est ça, hein, je crois. Emmanuel Macron contre-attaque. Dans les services publics, il y a une neutralité des services publics, elle est absolue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Macron et Le Pen auront pendant plus de 2h45 joué leur va-tout pour tenter de convaincre les indécis et les abstentionnistes du premier tour, notamment ceux de gauche, dont le choix devrait être déterminant dans les bureaux de vote dimanche prochain. Rien n'a été lâché jusqu'à la dernière minute du débat. Puisque le temps presse. On est beaucoup presse. plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. Depuis 1974, presque tous les finalistes de l'élection à la magistrature suprême se sont prêtés à cet exercice télévisé et radiophonique. Présenté par deux journalistes, cet échange marque souvent le point d'orgue de la campagne électorale. Sans avoir systématiquement une incidence décisive, il réunit toujours des millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Grande violence pour les classes moyennes. Voilà, vous savez tout presque. C'est donc la fin de ce regard sur l'actualité. Très belle nuit à tous, sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.